Accueillons maintenant Éléonore Lagaé-Capel. Elle est de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour la thèse intitulée « Évaluation comparative des performances de filières de retraitement de résidus désulfurés et filtrés en vue de limiter la mobilisation de l'arsenic et limiter la génération de drainage minier neutre contaminé en arsenic ». Bonsoir. L'arsenic. Si vous êtes comme moi, vous l'imaginez sûrement dans des fioles pour empoisonner des belles-mères. Mais l'imaginons-nous au creux de nos coups, au bout de nos lobes ou autour de nos doigts? Rarement. Et pourtant, l'arsenic est bel et bien le poison qui, sous toutes ses formes et toutes ses tailles, agit dans l'ombre de nos pépites d'or. Pour vous imaginer la chose, une seule bague 5 carats génère 1,5 fois plus de déchets qu'un Québécois par an. Et des déchets dangereux qui vont contenir ce fameux arsenic. Pour rendre les choses compliquées, souvent sous des formes minuscules, peu connues, comme la lolingite, ou elle, pour les intimes. Elle nous pose souci car, extraite de la terre en même temps que l'or, au simple contact de la pluie et de l'air, elle se met à nu, libère l'arsenic qui la constitue, qui prend ensuite un malin plaisir à empoisonner nos cours d'eau. Bon, traiter les eaux, ça généralement on sait faire. Mais lorsque l'on règle un problème en s'attaquant à sa conséquence, est-ce vraiment durable ? Ne vaut-il pas mieux s'attaquer aux causes, mieux prévenir que guérir? Certainement, mais à quel prix? Car le plus gros défi avec la prévention, c'est que les problèmes qui n'ont pas encore de conséquences, eh bien, ça n'inquiète pas grand monde, comme le réchauffement climatique il y a 30 ans. C'est pourquoi, pour prévenir, il faut être attractif, c'est-à-dire peu cher économiquement, opérationnellement, environnementalement. Et c'est là que j'interviens. Mon projet consiste à développer et comparer 3 méthodes de prévention différentes. Alors, des causes auxquelles je peux m'attaquer, j'en compte 2. D'un côté, elle, qui a le malheur d'exister, de l'autre, la pluie et l'air, qui veulent à tout prix la toucher. Au fil des essais en laboratoire, j'ai compris que elle était non seulement minuscule, mais que moins de 10% de celle-ci pouvaient être source de contamination. Alors, méthode numéro 1, isoler 10% des grains les plus fins, afin de les remettre sous terre. Mais elle n'étant pas seule coupable. Méthode numéro 2, empêcher le contact avec la pluie et l'air en créant une couche de protection, comme une seconde peau chimique autour de elle. Pour ça, je deviens le vrai cliché de la scientifique qui s'amuse à mélanger des solutions de toutes les couleurs pour trouver la recette parfaite. Mais si je pouvais remplacer ces produits chimiques par méthode numéro 3, des bactéries, pour qu'elles créent elles-mêmes cette seconde peau. La nature qui aide la nature. Le rêve, n'est-ce pas? Mais dans la réalité, ça donne quoi? Eh bien, isoler 10% des grains les plus fins s'est révélé difficile, presque autant qu'isoler une aiguille d'une botte de foin. Heureusement, avec mon meilleur mélange chimique, j'ai réussi à limiter 80% de la contamination des eaux et à atteindre les normes réglementaires. Et autre bonne nouvelle, je m'attends à pouvoir en limiter 50% en utilisant une seconde peau biologique. Et pour trouver la solution, celle qui serait facilement applicable, économiquement rentable, respectueuse de l'environnement, bien, je me devais aussi de les comparer sur tous les aspects. Vous comprendrez que je n'ai pas eu le temps de le faire avant aujourd'hui, mais il me reste 2 ans pour limiter à moindre coût ce qui se trame dans l'ombre de nos pépites d'or. Merci.